Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Aujourd'hui, on va se rendre en commission parlementaire. Il y a une audition très importante, celle de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Les sujets de préoccupation ne manquent pas. Situation tragique à Gaza, affrontement Iran-Israël ou encore la crise déclenchée il y a plusieurs mois déjà entre Paris et Alger. Alors, quelle est la position de la France dans tous ces dossiers? Les députés ont beaucoup de questions, des questions aussi sur le poids de la francophonie, par exemple. Jean-Noël Barrot va tout de suite évoquer les points chauds de son ministère et les réponses de Paris. À tout à l'heure. C'est la troisième audition en 3 mois dans ce format, après celle du 2 avril et du 20 mai. Je vous propose donc de faire un tour d'horizon de ce que nous avons fait depuis le 20 mai dernier, en me concentrant sur les 5 dossiers géographiques qui ont concentré l'essentiel de notre énergie, les 3 sommets internationaux qui se sont tenus depuis notre précédente audition, et puis les 3 chantiers de transformation qui se poursuivent. Je commence donc par les dossiers géographiques avec la guerre entre Israël et l'Iran. Depuis le 13 juin et l'attaque lancée par Israël contre les installations nucléaires et balistiques de l'Iran, notre priorité a été d'assurer la sécurité de nos ressortissants. Tous nos moyens ont été mobilisés à cette fin et l'ensemble des services du ministère dans la région et à Paris ont accompli un travail remarquable pour accompagner le retour de nos compatriotes d'Israël et d'Iran qui en avaient fait la demande. La réponse téléphonique a répondu à peu près 12 000 appels depuis le début de la crise. Près de 1000 ressortissants français ont pu bénéficier de l'assistance de nos services pour entrer en France avec des vols affrétés entre Amman et Paris, la mobilisation de vols militaires entre Tel Aviv et Chypre, puis l'aide apportée lors des passages à la frontière, que ce soit du côté arménien, turc, égyptien ou jordanien. J'ai une pensée particulière pour nos agents en poste à Tel Aviv, Jérusalem et Téhéran, qui exercent dans des conditions éprouvantes, souvent dangereuses, une mission fondamentale au service de nos concitoyens. Certains ont d'ailleurs fait l'objet de critiques très injustes depuis les bancs de cette assemblée que nous ne pouvons pas tolérer. Face à cette escalade inquiétante, nous avons contribué à faciliter un cessez-le-feu qui a été obtenu le 23 juin en faisant passer des messages via les homologues américains, israéliens et iraniens. Le 20 juin, je me suis rendu avec les ministres des Affaires étrangères allemands et britanniques et la haute représentante de l'Union européenne pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, à Genève et ouvrir ainsi la voie de négociations pouvant conduire à un cessez-le-feu puis à la paix. Seul un accord diplomatique assorti d'un mécanisme de vérification crédible permettra de contraindre dans la durée le programme nucléaire iranien. C'est pourquoi nous poursuivons nos efforts diplomatiques en élargissant la discussion aux autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui étaient eux aussi signataires de l'accord de 2015. C'est dans ce contexte que le président de la République s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine. Le programme nucléaire iranien est une menace pour Israël, mais c'est un danger également pour la région et pour l'Europe, tout comme le soutien militaire que l'Iran apporte à la Russie en lui fournissant des drones et des missiles, ainsi que son soutien aux activités terroristes dans la région, et la prise en otage de ressortissants européens, dont nos 2 compatriotes, Cécile Collor et Jacques Paris, détenus arbitrairement depuis plus de 3 ans dans des conditions assimilables à de la torture. J'ai pour eux, pour leur famille, une pensée comme vous, Monsieur le Président. Le 23 juin, une frappe a visé l'enceinte de la prison d'Evin à Téhéran où se trouvaient nos ressortissants. Cette frappe les a mis en danger. C'est inacceptable. J'ai immédiatement demandé de leurs nouvelles à mon homologue iranien et exigé leur libération immédiate. Nous avons reçu l'assurance que Cécile Collor et Jacques Paris n'avaient pas été blessés. J'ai exigé un accès consulaire pour que notre ambassade puisse s'assurer directement de leur état de santé et en rendre compte à leur famille. Grâce à de très fortes pressions sur les autorités iraniennes, notre chargé d'affaires a pu leur rendre visite hier. Deuxième dossier géographique, le conflit israélo-palestinien. Vous l'avez rappelé, une conférence sur la mise en œuvre de la solution à 2 États, la seule qui puisse garantir aux Israéliens et aux Palestiniens leurs droits et leur sécurité, devait être organisée par la France et l'Arabie saoudite du 17 au 20 juin aux Nations Unies. Elle a été reportée du fait de l'escalade entre Israël et l'Iran, mais une nouvelle date sera bientôt fixée et le travail continue. Nos objectifs n'ont pas varié, lancer une dynamique de reconnaissance collective
de la Palestine, travailler à la normalisation des pays arabes et musulmans avec Israël, renouvellement de la gouvernance palestinienne, la prise en compte des besoins de sécurité d'Israël, à commencer par le désarmement du Hamas et son exclusion de la gouvernance future de Gaza. Nous avons d'ores et déjà obtenu des avancées significatives. D'abord, nous avons réuni à Paris le 13 juin une conférence de la société civile pour la solution à deux États avec de nombreux acteurs israéliens et palestiniens. Et puis, deuxièmement, dans une lettre qu'il a adressée à la France et à l'Arabie saoudite, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a pris des engagements majeurs en vue de la conférence de New York. Nous travaillons dans le cadre de l'Union européenne pour proposer contribution à la surveillance, au suivi de la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, dans un contexte où le nouveau système militarisé de distribution de l'aide humanitaire mis en place par le gouvernement israélien il y a un mois a tourné au carnage, puisque ce sont des centaines de personnes qui ont perdu la vie, des milliers de personnes qui ont été blessées lors des distributions alimentaires. Tout cela doit cesser. Travaillons aussi pour renforcer la pression sur le gouvernement israélien. Une revue de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël a conclu au non-respect des dispositions relatives aux droits de l'homme dans l'accord. Nous avons confié un mandat à la haute représentante, Kaja Kallas, pour obtenir des améliorations tangibles. S'il n'y a pas de résultat, alors nous demanderons que des mesures soient prises au Conseil des Affaires étrangères du mois de juillet. Troisième dossier géographique, la guerre en Ukraine. Face à l'absence de volonté de Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre, nous sommes restés mobilisés depuis notre dernière audition au niveau européen pour accroître la pression sur la Russie et sur ses partenaires qui participent indirectement à son effort de guerre. Notre diplomatie s'est mobilisée pour que le dernier paquet de sanctions présenté par la Commission européenne le 10 juin prévoit des mesures fortes et sans précédent sur le financement de l'effort de guerre russe et notamment un embargo sur le pétrole raffiné. Il s'agit des sanctions les plus lourdes qui aient été prises depuis 2022. Certains de nos partenaires européens font encore preuve de réticence pour adopter ce train de sanctions, mais nous sommes mobilisés pour surmonter cet obstacle et clore les négociations rapidement. Nous renforçons en parallèle notre soutien à l'Ukraine. La rencontre entre le Premier ministre François Bayrou et son homologue ukrainien Denis Shmyhal le 3 juin a permis de renforcer nos liens avec une lettre d'intention sur la coopération bilatérale dans le domaine des minerais critiques et la reconstruction du fonds bilatéral pour la reconstruction de l'Ukraine. Puis le tribunal spécial pour le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine, pour la création duquel nous avons beaucoup œuvré, a vu le jour le 26 juin. Volodymyr Zelensky s'est rendu à Strasbourg pour la signature formelle de l'accord instituant ce tribunal au Conseil de l'Europe. Quatrième dossier, l'Arménie. Un mot pour saluer l'importante délégation parlementaire qui m'a accompagné à Erevan le 26 mai pour rencontrer les autorités arméniennes, les assurer de notre soutien. À l'occasion de ce déplacement, nous avons rendu hommage à l'amiral français d'Artige du Fournay qui, en 1915, alors que le génocide perpétré par le régime jeune turc faisait rage, a secouru pas moins de 4000 femmes, hommes et enfants arméniens qui trouvèrent en France une terre d'accueil. C'est une figure historique qui compte beaucoup dans les relations qu'entretiennent les peuples arméniens et français. J'en viens, dernier dossier géographique, l'Asie du Sud-Est, puisqu'à la fin du mois de mai, le président de la République a effectué une importante tournée dans la région auprès de nos trois partenaires stratégiques, le Vietnam, l'Indonésie et Singapour. Ce déplacement a permis la signature d'accords et de contrats aux retombées substantielles pour l'économie française, 26 milliards d'euros au total dans des domaines comme la recherche et l'innovation, l'énergie nucléaire, les satellites, la défense, la culture ou la sécurité alimentaire. Premier dirigeant européen à être invité au dialogue de Shangri-La, principal forum géopolitique en Asie, le président de la République a appelé les acteurs de la région à une coalition d'indépendance stratégique entre l'Union européenne et l'ASEAN. En outre, le président indonésien Prabowo Subianto sera l'invité d'honneur du président de la République le 14 juillet et un contingent de l'armée indonésienne participera au défilé. J'en viens aux sommets internationaux, en commençant par la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, que la France a accueilli à Nice du 9 au 13 juin, auquel un certain nombre d'entre vous avaient participé et que nous coprésidions avec le Costa Rica. C'est tout simplement la plus grande manifestation jamais organisée sur la préservation de l'océan, un grand succès diplomatique et populaire puisque nous avons dépassé les 100 000 participants. La précédente édition avait réuni 7 000 personnes à Lisbonne. Des avancées concrètes ont été obtenues sur la lutte contre la pollution plastique, le lancement d'un appel pour un traité ambitieux et contraignant signé par plus de 90 pays,
Sur la biodiversité, 10% de l'océan est désormais protégé, notamment grâce à la création de la plus grande aire marine protégée en Polynésie française. Sur la protection des grands fonds, puisque la coalition contre l'exploitation minière des grands fonds s'est élargie à 37 pays. Et avec l'annonce de l'entrée en vigueur au 1er janvier 26 du traité sur la haute mer, BBNJ, nous avons réuni 55 des 60 ratifications nécessaires, ce qui, pour un traité signé il y a 2 ans, est un véritable tour de force. Deuxième sommet, celui de l'OTAN qui s'est tenu à La Haye les 24 et 25 juin derniers. L'histoire retiendra moins les SMS envoyés par le secrétaire général de l'Alliance à Donald Trump que le sursaut inédit des Européens face à la menace russe, puisque nous avons collectivement décidé de relever le niveau de notre défense avec l'objectif de consacrer 5% de notre richesse nationale aux dépenses militaires, directes ou indirectes, d'ici 2035 pour ne pas apparaître comme des proies face à la menace qui s'est considérablement développée ces dernières années sur le flanc oriental de l'Europe. Troisième sommet, si l'on peut dire, le Conseil européen qui s'est tenu il y a quelques jours à Bruxelles, auquel participait le président de la République. Je voudrais simplement revenir devant vous sur la question des droits de douane et de la négociation avec les États-Unis d'Amérique. Nous voulons un accord commercial rapide avec les États-Unis, mais ce doit être un accord équitable qui ne remette pas en cause notre autonomie décisionnelle et réglementaire. Si les États-Unis continuent à nous taxer à hauteur de 10%, alors nous devrons nous aussi adopter des taxes pour équilibrer le rapport de force. C'est une question de crédibilité. L'Europe ne peut pas accepter d'asymétrie. Nous sommes des partenaires, pas des vassaux, et il n'y a pas de vassalisation heureuse, comme le disait le président de la République italienne Sergio Mattarella il y a quelques mois. Pour un pays comme la France, il ne saurait y avoir de vassalisation tout court. J'en viens maintenant aux 3 chantiers déjà évoqués ici de transformation du ministère sur lesquels je voudrais partager avec vous quelques progrès. D'abord, le développement au Quai d'Orsay qui a la responsabilité de porter la voix de la France d'une force de frappe informationnelle dans un moment où cet environnement s'est durci considérablement. Le 16 juin, j'ai réuni tous les conseillers presse et de communication du ministère, en centrale et dans le réseau, pour leur passer un message fort et ambitieux en leur présentant les outils que nous avons développés pour leur faire gagner en efficacité, en lançant une réorganisation des services pour développer une capacité de veille et d'alerte, et puis en annonçant la création de 10 postes nouveaux dans les zones à la frontière de la guerre informationnelle, là où la pression de la propagande anti-française est la plus forte, et puis la création de 5 postes dans des hubs régionaux pour la veille et la stratégie. L'objectif de tout cela, c'est clair, que la France soit perçue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un partenaire privilégié qui respecte la souveraineté de ses partenaires, qui respecte le droit international et privilégie la coopération pour la résolution des enjeux mondiaux. Cette image-là, qui correspond à l'action de la France à l'étranger, c'est celle que nous avons collectivement le devoir de renvoyer dans le monde entier. Et je sais pouvoir compter sur la diplomatie parlementaire pour y parvenir. Mais vous voyez que nous nous dotons d'outils puissants pour contrer les tentatives de ceux qui voudraient renvoyer une autre image de la France. Deuxièmement, le développement au sein du ministère d'une culture de l'impact. J'ai lancé depuis plusieurs semaines, je l'avais déjà brièvement évoqué, un travail permettant d'évaluer précisément notre impact pour les Français. Une équipe d'une trentaine de personnes sur une base volontaire s'est constituée pour faire apparaître un certain nombre d'indicateurs que je présentais d'ailleurs à la Commission des finances de l'Assemblée nationale le 21 mai dans le cadre du printemps de l'évaluation et qui révèlent un certain nombre de réalisations très concrètes de ce ministère au service de nos compatriotes. Je citerai par exemple les 509 000 documents d'identité, actes d'état civil qui ont été délivrés l'année dernière par le réseau, ce qui fait du Quai d'Orsay la première mairie de France. Le nombre de notes diplomatiques, 30 000 qui ont été produits par le ministère l'année dernière. Les 21 000 entreprises qui ont été accompagnées à l'export, les 122 000 élèves français accueillis dans les établissements de notre réseau, les à peu près 1000 personnes qui ont été mises en sécurité l'année dernière lors d'opérations d'évacuation ou de rapatriement. J'ajoute à cela que j'ai récemment décidé d'adapter les plans d'action de nos ambassades pour faire mieux ressortir les missions
du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'impact de notre action au service des Français. Et puis je lancerai demain la réserve diplomatique dont la création avait été annoncée par le président de la République lors des États généraux de la diplomatie, permettra de doter le ministère d'un vivier de talents qui pourra concourir aux missions que nous menons. Ce qui me permet de faire le lien avec le troisième chantier, et je m'arrêterai là, qui est celui qui consiste à tourner le ministère toujours plus vers les Françaises et les Français. Nous créons donc jeudi cette réserve diplomatique. J'ajoute à cela que nous avons, il y a quelques jours, créé un nouveau label qui permettra de situer et d'identifier les lieux qui, dans toutes les régions de France, sont associés à l'histoire de notre diplomatie qui n'est pas concentrée à Paris, mais qui a, au cours de l'histoire, ou qui s'est illustrée au cours de l'histoire, dans beaucoup de lieux remarquables de notre pays. On a d'ailleurs adopté une démarche participative pour cet effort de labellisation, en indiquant à nos compatriotes qu'ils pouvaient se manifester s'ils avaient des sites remarquables à soumettre à ce label. Voilà ce que je pouvais partager en introduction avec vous. S'agissant de votre question sur les crédits de la francophonie, je vous remercie pour cette alerte. Plus généralement, vous savez l'exercice que le Premier ministre a demandé à l'ensemble des ministères cette année, comme ça avait été le cas l'année précédente. Je sais être en compagnie ce matin de parlementaires convaincus de l'importance vitale des crédits du ministère des Affaires étrangères. Je vous invite à faire connaître chacun dans les, selon les priorités qui sont les vôtres, toute l'importance qu'il y a dans un effort budgétaire qui s'annonce conséquent de préserver ce ministère, voire plus, c'est-à-dire de continuer son réarmement dans un moment où nous avons besoin de toujours plus de diplomatie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous connaissez à présent la suite. Chaque groupe parlementaire va vous poser une question et vous interroger. Le premier à intervenir, le groupe écologiste et social. Je donne la parole à Madame Sabrina Sebaï. Et puis ensuite, nous entendrons Madame Maude Petit et Monsieur Bertrand Bouix. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Avant de commencer mon intervention, juste pour vous rassurer, on défendra bien évidemment le budget du ministère des Affaires étrangères quand nous aurons l'occasion de voter un budget dans cette Assemblée, ce qui n'est pas arrivé depuis quand même pas mal d'années. Cet après-midi, la Commission des Affaires européennes examinera une proposition de résolution visant à suspendre l'accord d'association Union européenne-Israël et à mettre en place des sanctions ciblées en réponse aux violations graves du droit international commis à Gaza et en Cisjordanie. Dans le cadre de ces auditions préparatoires, je vous le partage, votre ministère n'y a pas participé à ces auditions. Et le refus, en fait, a été assez incompréhensible parce que nous avons auditionné beaucoup de personnes et ça envoie un signal inquiétant parce qu'on attendait une réponse claire sur ce sujet. Encore hier, dans le cadre du groupe d'amitié France-Palestine, on a entendu Jean-Pierre Filieu, historien et spécialiste du Moyen-Orient, revenu d'un mois passé à Gaza en immersion avec Médecins sans frontières. Il nous a livré un constat frappant. Gaza défie les mots et son témoignage est sans appel. Je le cite, « Rien ne me préparait à ce que j'ai vu. Une destruction purement humaine, méthodique et systématique. » Le bilan est en effet accablant. Plus de 51 000 morts, dont 15 000 enfants entre octobre 2023 et avril 2025. 53 otages israéliens encore retenus dans la bande de Gaza par le Hamas, dont un Français. Près de 87% des bâtiments d'habitation détruits ou endommagés. Un système de santé en effondrement total. Seuls 9 hôpitaux sur 36 fonctionnent encore partiellement et des dizaines d'attaques contre les installations médicales ont été rapportées. Chaque jour, des enfants meurent de malnutrition, d'infection, tandis que le blocus persistant bloque toute aide humanitaire. Vous l'avez indiqué, déjà plus de 500 morts lors des distributions alimentaires, des Gazaouis victimes des tirs de l'armée israélienne alors qu'ils viennent chercher un peu de nourriture, vu que la famine s'est installée à Gaza. Ce qu'on observe, c'est un génocide en direct et une catastrophe humanitaire sans précédent. Pendant ce temps, les avancées législatives de la Knesset nous inquiètent. Elle envisage ainsi une nouvelle loi imposant une taxe de 80% sur les financements publics étrangers destinés à près de 100 ONG, telles que B'Tselem ou Breaking the Silence.
représentant environ 32 millions de dollars en 2022. Cette mesure supprimerait les voix pacifistes au sein des sociétés israéliennes et palestiniennes. Monsieur le ministre, j'ai ainsi 2 questions à vous poser ce matin. Êtes-vous prêt à soutenir officiellement la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël tant que persisteront les violations systématiques de droit international et humanitaire ? Je crois qu'on ne peut plus se permettre d'attendre, sauf à voir la disparition totale des Gazaouis avant de prendre une sanction. Et je crois que les propos du gouvernement israélien ne laissent plus de doute quant à la volonté d'annexer Gaza. Deuxième question, quelle position la France adopte-t-elle face à la loi envisagée en Israël limitant drastiquement les financements de la société civile ? Je crois que là aussi, c'est une liberté des ONG de pouvoir travailler librement. Donc voilà mes 2 questions pour vous ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur la 2e question, nous avons fait des démarches au sujet de cette loi qui risque en effet d'entraver la capacité des organisations non gouvernementales, la société civile, à agir au profit des populations civiles. Puis s'agissant du réexamen ou de l'examen du respect par le gouvernement israélien de l'accord d'association et en particulier de cet article 2, nous avons soutenu cette l'initiative qui avait été prise par les Pays-Bas et qui a conduit la Commission européenne à se saisir de ce sujet. Nous avons eu un certain nombre d'échanges avec la haute représentante à la fois sur le constat qu'elle a dressé et sur les suites à donner. Je crois qu'il appartient au gouvernement israélien de montrer sans délai sa volonté de se mettre en conformité avec l'article 2. Des décisions très simples et immédiates peuvent être prises. Le versement des sommes qui sont dues à l'autorité palestinienne, la réouverture de l'accès de l'aide humanitaire à Gaza pour que les stocks accumulés aux frontières puissent parvenir aux populations qui en ont tant besoin, la cessation définitive de toute politique de soutien à la colonisation en Cisjordanie et aux colons extrémistes et violents. Le représentant spécial de l'Union européenne est actuellement dans la région et en Israël pour adresser ces messages. Les ministres des Affaires étrangères, ou plus précisément les chefs d'État et de gouvernement, ont pris acte du constat dressé par la Commission européenne de la violation par Israël de ses obligations et ont appelé les ministres des Affaires étrangères à en tirer les conclusions lors du prochain Conseil qui aura lieu le 15 juillet. Donc, dans cette perspective, nous multiplions nos échanges. Dans cette perspective, évidemment, les débats qui auront lieu à l'Assemblée nationale viendront contribuer en quelque sorte à nourrir ces réflexions. Et par ailleurs, je vous prie de nous excuser pour l'absence de participation des services du ministère des Affaires étrangères, qui sont à mon avis dus à des questions logistiques plutôt qu'à une volonté politique. Je ne vois pas du tout les raisons pour lesquelles, sachant que nous avons soutenu cette démarche de la Commission européenne, nous ne puissions pas répondre à ces questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole à présent pour les démocrates à Madame Maude-Petit. Monsieur le ministre, il y a tout juste 5 jours, le 27 juin, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé à Washington et sous l'égide des États-Unis un accord historique visant à mettre fin à plus de 30 années de guerre entre les 2 pays. Hasard du calendrier, j'organisais à l'Assemblée nationale, au lendemain de cette signature, un colloque sur une paix durable en République démocratique du Congo, en présence notamment de son Excellence Émile Ngoï Kasango, ambassadeur de la RDC en France. En écoutant les différents intervenants, j'ai eu le sentiment que depuis notamment 2021 et la reprise de l'offensive du M23, la communauté internationale avait été quelque peu silencieuse quant aux drames et aux atrocités qui se sont déroulées durant ce conflit. Et pourtant, avec 7 à 8 millions de victimes congolaises, presque autant de personnes déplacées, des violences sexuelles en tout genre, instituées en armes de guerre, des villages incendiés, rasés, des enfants enrôlés de force, voire pire, ce conflit a été l'un des plus sanglants de ces dernières années et a provoqué une crise humanitaire sans précédent. Ces crimes devront être punis un jour.
Aujourd'hui, à l'instar du président de la République Emmanuel Macron et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vous avez, monsieur le ministre, salué cet accord, estimant qu'il représente un pas important vers la paix dans la région des Grands Lacs. Mais si cet accord constitue, c'est vrai, une étape importante vers la désescalade de la violence et la stabilité dans cette région, cette paix apparaît extrêmement fragile au vu notamment des antécédents entre les deux belligérants. Monsieur le ministre, j'ai donc plusieurs questions à vous poser. En quoi cet accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda vous paraît-il assez solide pour qu'une paix durable puisse s'installer entre les deux pays? Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, empêcher que cet accord ne s'inscrive dans la durée? Les États-Unis ont été au cœur des pourparlers qui ont débouché assez rapidement sur cet accord de paix. La France et l'Union européenne ont été actives, assurément, mais plutôt discrètes. Ont-elles été partie prenante dans l'élaboration de cet accord? Enfin, vous avez déclaré que la France restera pleinement mobilisée aux côtés des partenaires africains, européens et internationaux pour accompagner l'ensemble des pays de la région des Grands Lacs dans ce processus de paix. Quelle forme cet accompagnement de notre pays peut-il ou doit-il prendre? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, félicitations pour l'organisation de la conférence que vous avez accueillie à l'Assemblée nationale sur cette crise qui est l'une des plus graves du monde et qui, comme vous l'avez dit, a fait des millions de victimes, de personnes déplacées et qui continue de provoquer sur place une crise humanitaire extrêmement préoccupante. Vous avez raison de qualifier l'accord de paix conclu le 27 juin à Washington comme une étape importante dans la mesure où elle témoigne de l'implication directe des États-Unis d'Amérique, mais une étape fragile dans la mesure où l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo semble pouvoir reprendre puisque l'accord qui a été trouvé est présenté comme un jalon important, mais pas comme la fin d'un processus de paix dont nous considérons qu'il doit être aussi pris en main et pris en charge par les organisations régionales, l'Union africaine, l'EAC et la SADC. Dans ce contexte, l'Europe a joué un rôle important depuis le début de cette crise en multipliant les contacts avec les parties prenantes, en condamnant les violations du droit international, en apportant l'aide humanitaire. Et le président de la République lui-même a multiplié les échanges non seulement avec les deux présidents, Tshisekedi et Kagame, mais aussi avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement impliqués d'une manière ou d'une autre dans la résolution de cette crise. Il nous a demandé au Quai d'Orsay de travailler à la manière dont nous pourrions, à la suite de cet accord qui a vocation à faire cesser le feu, d'ouvrir un chemin vers une paix durable dans cette région qui est traversée par un conflit depuis plusieurs décennies. Ouverture qui passerait par d'abord la résolution de la crise humanitaire et puis ensuite je dirais le traitement des causes lointaines de ce conflit qui touche aux questions de citoyenneté aussi bien qu'aux questions de coopération économique. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. À présent, pour Horizon et Indépendants, la parole à Bertrand Bouix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ces dernières semaines, l'Agence internationale de l'énergie atomique a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. L'Iran disposerait toujours de la capacité technique pour enrichir l'uranium à des niveaux proches de l'arme nucléaire. Pire encore, le dialogue entre Téhéran et l'AIEA semble totalement rompu. L'Iran menace désormais de suspendre toute coopération avec l'agence et certains responsables politiques vont jusqu'à formuler des menaces inacceptables à l'encontre de son directeur, Raphaël Grossi. Cette situation, et vous l'avez dit, est extrêmement préoccupante. Elle s'inscrit dans un contexte régional tendu, marqué par les frappes ciblées sur les sites nucléaires iraniens et par une escalade militaire entre Israël et les États-Unis et l'Iran. Nous avons frôlé l'embrasement dans une région déjà profondément instable. Monsieur le ministre,
La France a historiquement joué un rôle moteur dans la négociation de l'accord du JCPOA en 2015. Elle a toujours défendu un multilatéralisme exigeant, un cadre de contrôle rigoureux et un dialogue diplomatique. Vous avez récemment rappelé que la France était prête à jouer un rôle central dans cette crise. Monsieur le ministre, quelle est aujourd'hui votre lecture de la situation au Proche-Orient et en particulier de l'évolution du programme nucléaire iranien dans ce contexte de tensions accrues ? Le groupe Horizon et Indépendants souhaite connaître les démarches que la France entend engager aux côtés de ses partenaires pour éviter une escalade et maintenir un cadre de dialogue avec l'Iran, notamment dans le cadre de l'AIEA. Plus largement, quelle est la position du gouvernement français face au risque de déstabilisation régionale et quelles actions entendez-vous mener dans les semaines à venir pour contribuer à cette désescalade et à la sécurité collective de la région ? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le député. Bon, les frappes qui ont visé et touché le programme nucléaire iranien l'ont très certainement endommagé, retardé, même s'il est difficile d'avoir un bilan complet et exhaustif de ces opérations militaires. Mais en aucun cas, ces frappes n'empêchent l'Iran demain de reconstruire un programme nucléaire qui représente un danger pour Israël, pour la région et pour nous-mêmes. Dans ce contexte, seule une solution négociée est susceptible, d'une part, d'écarter durablement le danger que représente le programme nucléaire, mais aussi certaines des activités balistiques, conception, développement de missiles, des activités de déstabilisation régionale de l'Iran, mais aussi d'éviter que l'Iran se lance dans une fuite en avant, comme pourraient le laisser penser les déclarations annonçant la fin de la coopération avec l'AIEA ou brandissant la menace d'une sortie du traité de non-prolifération. Et donc depuis longtemps en réalité, mais singulièrement depuis 2 semaines, nous sommes pleinement mobilisés pour faire apparaître et crédibiliser ce règlement diplomatique du problème. On a commencé à le faire à Genève le 20 juin dernier avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, puisque nous formons ce triangle qui était déjà il y a 10 ans en première ligne des efforts de négociation de l'accord sur le nucléaire iranien. On a poursuivi tout au long de l'escalade militaire les contacts à tous les niveaux avec l'AIEA, avec les États-Unis, Israël et l'Iran. Et puis, vous l'avez vu hier, ces contacts s'élargissent désormais aux autres membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont les gardiens, d'une certaine manière, du traité de non-prolifération, qui sont les signataires de l'accord sur le nucléaire iranien, et avec lesquels nous devons, d'une manière ou d'une autre, nous accorder pour parvenir à un règlement strict ou un encadrement strict et durable de ces activités du régime iranien. Dans ce contexte, et je voudrais juste profiter de quelques secondes supplémentaires que pourrait me laisser le Président pour bien expliquer devant la Commission ce que sont les leviers qui sont les nôtres dans ce contexte. Les négociateurs, il y a 10 ans, de l'accord sur le nucléaire iranien ont prévu que pendant 10 ans, chacun des signataires, dont la France fait partie, ait la possibilité, si l'Iran devait violer ses obligations au terme de l'accord, de réappliquer par une simple lettre envoyée à la poste les embargos mondiaux qui, sur les armes, sur les équipements nucléaires, sur les banques et les assurances, avaient été levés il y a 10 ans en contrepartie des engagements pris par l'Iran de respecter les obligations fixées à l'époque sur son programme nucléaire. Autrement dit, dans cette discussion qui s'ouvre et à laquelle je constate que beaucoup de partenaires sont prêts à participer, y compris l'Iran, Israël, les États-Unis, etc., nous apportons à la table non seulement notre expérience accumulée, notre compétence, notre constance sur ce dossier, mais nous avons un bras de levier qui est cette capacité, si nous ne parvenions pas à un accord, de réappliquer ces sanctions, mais j'allais dire même ces embargos qui avaient été levés il y a 10 ans.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Les prochains orateurs seront Monsieur Jean-Paul Lecoq, Monsieur Kevin Pfeffer, Madame Amélia Lacrafi. Mais pour l'heure, pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Laurent Mazori. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 30 juin dernier, le journaliste spécialiste de football Christophe Glaise a été condamné pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Après son arrestation en mai 2024 dans le nord de l'Algérie, où il réalisait plusieurs reportages autour du football algérien. Les accusations portées contre lui sont dues au fait qu'il avait eu des contacts en 2015 et 2017 avec le responsable du club de football de Tizi Ouzou, qui était par ailleurs responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui ne sera d'ailleurs classé organisation terroriste par les autorités algériennes que bien plus tard en 2021. En fait, on lui reproche donc tout simplement d'avoir fait son travail de journaliste. Hier, c'est l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal que l'Assemblée nationale avait largement soutenu quand elle a adopté la proposition de résolution européenne de notre collègue Constance Le Grip en mai dernier, qui a été condamnée en appel à 5 ans de prison ferme. Vous l'avez d'ailleurs rappelé vous-même hier en séance des questions au gouvernement. Monsieur le ministre, l'emprisonnement de notre compatriote est donc parfaitement injustifié. Nous partageons tous ce point. Les négociations menées avec l'Algérie ont échoué jusqu'ici. Et les relations diplomatiques avec ce pays sont particulièrement tendues. Et avec les nouveaux événements de ces derniers jours, il ne semble pas que les relations entre nos deux pays soient malheureusement sur le point de s'améliorer. Dans ce contexte, alors qu'il est nécessaire que nous puissions avoir des relations apaisées avec l'Algérie, pourriez-vous nous dire quels nouveaux leviers vous allez proposer pour à la fois faire en sorte que l'Algérie respecte ses engagements, mais également pour que enfin soit libéré M. Glaise et surtout M. Sansal, puisque son incarcération est beaucoup plus longue. Il est plus qu'urgent que de nouvelles actions concrètes, rapidement réalisables, soient mises en place pour sortir efficacement de cette politique des otages, qui n'est pas sans nous rappeler ce même moyen utilisé d'ailleurs par l'Iran, et à ne pas être obligés d'être nous-mêmes victimes d'une forme de syndrome de Stockholm pour pouvoir s'en extraire et reprendre ainsi notre indépendance dans nos relations avec l'Algérie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, un sujet que la Commission a traité à de nombreuses reprises. Pardon, vous avez le micro. Monsieur le Président, Monsieur le député, je l'ai dit hier en regrettant vivement et la condamnation en appel de Boualem Sansal qui confirme la peine en première instance et la condamnation en première instance de Christophe Glaise, tout en rappelant la mobilisation des services diplomatiques et consulaires aux côtés de nos deux compatriotes. C'est aux autorités algériennes désormais qu'il faut poser la question. Elles ont face à elles un choix dont elles doivent se saisir sans délai, celui du respect, de la dignité et de l'humanité, en permettant notamment à notre compatriote Boualem Sansal de pouvoir être libéré et d'être soigné au regard de son état de santé et de son âge. Merci beaucoup. La parole à présent à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour la gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Ministre. Rapidement, il faut aussi rappeler, puisque parfois vous nous faites le reproche de ne pas tout dire. Par exemple, quand on intervient sans parler des otages, vous nous le faites savoir que nous aurions dû y penser et nous y pensons tout le temps, mais parfois le temps de parole qui nous est réservé ne nous le permet pas de tout développer. En ce qui concerne l'Iran, le JCPOA, il faut aussi que vous rappeliez que ce sont les États-Unis qui ont fait cesser le processus de contrôle. Non, mais il faut le dire tout le temps, parce qu'on a l'impression que les méchants, dans ce domaine, même s'ils le sont dans d'autres, dans ce domaine, ce sont les Iraniens. Non, ce sont les États-Unis qui ont cassé cet accord. Et il faut qu'à un moment donné, les choses soient dites, et j'espère, et comme vous, que cette situation se réglera. Je voudrais dire un mot quand même sur... puisqu'ils ont caché la carte, qui ne respecte pas le droit international dans notre commission, donc, mais c'est mieux comme ça. Un petit mot sur les prisonniers politiques au Sahara occidental. Je pensais que la France, quand elle donnait généreusement quelque chose, et quand elle vend son âme sur les questions du droit international, aurait pu exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis. Je note que ce n'est pas le cas. Je note que vous n'avez pas soutenu plus que ça la marche qui était conduite par Claude Mangin, dont le mari, Claude Mangin qui est élu de la République française à Ivry, dont le mari est prisonnier politique sahraoui, et qui s'appelle Nama Asfari, qu'il y est depuis qu'il m'attendait à l'aéroport au moment où il y a eu Gdem Imzi, et qui, alors qu'il est totalement innocent, a été jugé coupable et depuis 15 ans est en prison. Le mari d'une citoyenne
française. Donc peut-être que la diplomatie pourrait œuvrer à sa libération et à la libération de ses camarades. Et puis j'aurais voulu, pour terminer, savoir ce que vous mettez comme condition pour reconnaître l'État de Palestine. Vous avez dit précisément reconnaissance collective, qui est un concept qui n'avait pas été défendu par le président de la République quand il avait dit qu'il était prêt à reconnaître l'État de Palestine. Il avait dit en son temps, il n'avait pas parlé de nombre de pays qui le feraient simultanément. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept qui complique. De quel pays s'agit-il? Combien faudrait-il de pays pour qu'on appelle ça collectif? 2, 15, 100 100, ça ne sert à rien, parce qu'il y en a déjà énormément qui ont reconnu l'État de Palestine. Est-ce que vous pouvez nous préciser les choses? Parce que, par exemple, si c'est l'ensemble des pays, je termine, Monsieur le Président, si c'est l'ensemble des pays de l'Union européenne, ça voudrait dire qu'il y a l'Allemagne, et l'Allemagne a déjà annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas. Ça veut dire qu'on est dans le discours, mais qu'on sait qu'il n'y aura pas d'acte derrière. Et puis enfin, Monsieur le Président, je trouve presque indécent le fait que nous continuions à discuter de Gaza, alors que chaque jour des gens meurent de faim, et qu'aujourd'hui notre action devrait être plus à montrer les muscles, à avoir des actions plutôt que de parler. Ça suffit de parler, il va falloir montrer les muscles, et je vous propose de faire un débarquement, puisque je suis normand, de marchandises à travers une flottille de marine marchande encadrée par des militaires de tous les pays pour défendre, pour soutenir et pour faire survivre les Palestiniens de Gaza. Merci beaucoup, Monsieur le député, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Sur le dernier point, je ne reviens pas, mais sur ce que j'ai déjà dit par le passé, simplement pour préciser, puisque des questions m'ont été posées, que lorsque j'ai marqué la disponibilité de la France et de l'Union européenne à concourir à la sécurité de distribution alimentaire, c'était évidemment pour que d'autres solutions que celles qui a été mises en place en un mois et qui a été meurtrière, puisse s'y substituer et mettre fin à la situation scandaleuse qui se déroule sous nos yeux. Je reviens sur les États-Unis parce que je dis sous le regard du président Hollande, en 2015, l'accord qui a été trouvé sur le nucléaire iranien était un excellent accord. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, on s'aperçoit que ce soit les quantités d'uranium enrichi, les capacités d'enrichissement, tous les indicateurs mesurés par l'AIEA s'agissant du programme nucléaire iranien ont réellement bougé après la signature de cet accord, ont baissé si l'on peut dire, jusqu'à ce que 3 ans plus tard, les États-Unis retirent leur signature et ce faisant, limite le caractère incitatif de la levée des sanctions que les négociateurs avaient acceptées. Mais vous voyez bien que si nous voulons avoir un accord aussi bon que celui qui avait été trouvé il y a 10 ans, on aura besoin d'une manière ou d'une autre de remettre autour de la table des signataires les membres permanents du Conseil de sécurité, et y compris les États-Unis, puisque par les sanctions qu'ils ont réappliquées et qu'ils pourraient lever, ils peuvent jouer un rôle très incitatif. Sur le Sahara occidental, je prends note de vos remarques sur les prisonniers politiques. Comme vous le savez, puisque je crois qu'on l'a déjà évoqué ensemble, nous attendons maintenant du Maroc qu'il présente, qu'il détaille son plan d'autonomie qui a vocation à être discuté dans le cadre des Nations Unies. Et puis sur la reconnaissance de l'État de Palestine, nous restons déterminés à reconnaître l'État de Palestine, mais vous avez saisi quelle est l'ambition du président de la République, c'est celle de préserver une solution politique, solution à 2 États, qui est aujourd'hui fragilisée et menacée par la colonisation en Cisjordanie, qui menace la contiguïté territoriale du territoire qu'administrerait cet État, par la destruction à Gaza, par une forme de résignation des parties prenantes. Et donc, tout le travail qui a été le nôtre dans la préparation de cette conférence, que nous attendions avec beaucoup de résolutions, a consisté à convaincre un certain nombre de partenaires européens ou occidentaux de l'intérêt de prendre aujourd'hui cette décision, à convaincre le président de l'autorité palestinienne, qui a répondu à nos demandes, de prendre des engagements qui démontrent de sa volonté de contribuer lui-même à construire cette solution politique,
d'amener les pays arabes et musulmans, et notamment ceux de la région, à eux aussi prendre des engagements en ce qui concerne la sécurité d'Israël. Donc il y a une dynamique qui a été lancée, elle est inarrêtable, et je travaille avec mon équipe à pouvoir trouver au plus vite une date pour que cette conférence puisse se tenir et que les décisions puissent être prises. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces éléments extrêmement précis. La parole à présent au Rassemblement national avec Monsieur Kevin Pfeffer. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre d'être avec nous ce matin. Alors qu'il a été condamné hier en appel à 5 ans de prison, le Rassemblement national voudrait d'abord à nouveau exprimer tout son soutien à Boualem Sansal et demande sa libération. Le mois dernier, à l'initiative bienvenue de l'Italie, du Danemark et de l'Autriche, 9 pays européens, incluant la Belgique, la République tchèque, la Pologne et les 3 pays baltes, ont signé une lettre ouverte avec une demande claire. La Cour européenne des droits de l'homme doit pouvoir faciliter les expulsions de ressortissants étrangers qui ont commis des délits et des crimes. Il est en effet impératif que la CEDH revoie son interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le contrôle en matière migratoire, un contrôle qui est beaucoup trop extensif, qui nuit gravement à la souveraineté des nations européennes et qui ne protège pas prioritairement les ressortissants européens. En novembre dernier, par exemple, la Cour a condamné le Danemark pour l'expulsion temporaire de 6 ans d'un trafiquant de drogue irakien ayant purgé sa peine de prison. La Cour a jugé que ses conditions de retour au Danemark n'étaient pas assurées et que cela contreviendrait au respect de la vie privée et familiale de ce ressortissant. Celui-ci n'a pourtant ni femme ni enfant dans ce pays. En janvier, la Cour a condamné la Grèce pour avoir renvoyé une demandeuse d'asile turque, estimant qu'elle avait été privée de toute possibilité de déposer une demande et lui accordant 20 000 € d'indemnité. Monsieur le ministre, de telles décisions sont très inquiétantes. Elles créent un effet d'appel à l'immigration irrégulière. Elles créent des brèches dans lesquelles les associations immigrationnistes financées par les impôts des Français s'engouffrent pour contester nos politiques et entraver notre action. Face à cela, la montée partout en Europe de forces patriotes qui souhaitent protéger nos concitoyens des effets néfastes d'une immigration massive et incontrôlée est salutaire. Monsieur le ministre, la France est bien consciente des interprétations délirantes opérées par la CEDH, puisque vous avez vous-même choisi depuis 2023 la ligne de la désobéissance assumée en maintenant l'expulsion d'islamistes radicaux, malgré les décisions de la Cour condamnant la France. Pourtant, nous ne pouvons que noter l'absence de la France de cet appel, tout comme son absence au traditionnel petit déjeuner consacré à la migration avant l'ouverture du sommet européen du 26 juin. Monsieur le ministre, l'Europe se réveille, elle entame un tournant attendu par les peuples en matière migratoire. Pourquoi la France reste-t-elle en retrait de ces initiatives d'autres pays européens qui visent à reprendre le contrôle de notre politique migratoire? Mais peut-être estimez-vous qu'il n'y a aucun problème. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le député, si ces questions vous préoccupent, elles sont légitimes. Je vous invite à soutenir l'action internationale de la France lorsque nous prenons contact avec les autorités intérimaires de la Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad, puisque c'est la Syrie qui a été le premier foyer de départ de demandeurs d'asile et de réfugiés il y a 10 ans, après la répression dans le sang par Bachar al-Assad de la révolution. Je n'ai pas entendu beaucoup de soutien en provenance de vos rangs lorsque nous sommes allés engager les autorités syriennes, bien au contraire. De la même manière, si ces questions vous préoccupent, elles sont légitimes. Alors pourquoi n'avez-vous pas soutenu le pacte sur l'immigration et l'asile qui, justement, en tirant les leçons de 10 ans d'impuissance publique sur ces questions-là, l'Europe s'est enfin dotée d'un cadre permettant de traiter de ces questions sur un plan pragmatique. Alors est-ce que le pacte sur l'immigration et l'asile que vous n'avez pas soutenu est suffisant ? La réponse est non. Et d'ailleurs, nous travaillons à modifier la directive retour, mais aussi à doter l'Europe d'un vrai levier visa-réadmission, c'est-à-dire un levier lui permettant de faire levier, un levier lui permettant de mobiliser sa politique de visa pour obtenir une meilleure coopération de la part des pays de départ et de retour, puisque ce levier, lorsque nous l'activons à niveau national, chacun a pu le constater, ça ne fonctionne pas, parce qu'il existe toujours des voies de contournement. Voilà dans quel esprit nous travaillons. Merci beaucoup pour Ensemble pour la République. Madame Amélia Lacrafi, la parole pour 2 minutes 30. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur 2 sujets qui touchent au rôle et à la crédibilité de la France sur la scène internationale. D'abord, au Proche-Orient. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la marginalisation croissante des Européens dans une région où les États-Unis ont réaffirmé leur influence
ou devrais-je dire leur toute-puissance, notamment aux côtés d'Israël. La France pourtant n'a pas ménagé ses efforts pour promouvoir la paix. En témoigne l'organisation du Forum de paix, pour la paix au Proche-Orient, centré sur la relance de la solution à 2 États et pour lequel je regrette une très très faible couverture médiatique. On préfère médiatiser la guerre que médiatiser la volonté de paix, même quand il y a des généraux israéliens qui la demandent. Ce forum devait préparer une conférence à l'ONU co-initiée par la France et l'Arabie saoudite qui aurait pu marquer une étape historique avec cette reconnaissance par notre pays de l'État de Palestine et donner un peu d'espoir aux Gazaouis et à tous les Palestiniens d'ailleurs. J'ai personnellement soutenu cette orientation en déposant une proposition de résolution en ce sens. Or, la conférence est reportée, comme vous l'avez dit, et plusieurs collègues l'ont rappelé aussi. Et je me demande aussi si c'est seulement un report réel ou si vraiment nous devons craindre qu'il est totalement enterré. Et je me demande si ce renoncement ne porterait pas atteinte à notre capacité d'influence et à notre engagement pour la paix juste et durable dans cette région. Deuxième sujet, la francophonie, autre pilier de notre stratégie d'influence. À quelques jours de la 50e plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie que la France accueille, l'Assemblée nationale et le Sénat, et une semaine après avoir présenté ici même mon rapport d'information sur son avenir de cette francophonie, je ne peux que relayer l'inquiétude grandissante des opérateurs et partenaires francophones. Les coupes budgétaires, notamment celles qui touchent l'AUF et les programmes structurants comme le PIMEF, sorte de possibilité de mobilité dans le monde francophone pour les étudiants et les chercheurs, contredisent directement les engagements pris lors du sommet de Villers-Cotterêts. Comment comprendre que la France, qui préside encore le sommet de la francophonie et en accueille les principales institutions, se désengage ainsi de ses responsabilités? Monsieur le ministre, dans un monde où les batailles d'influence sont plus vives que jamais, comment la France peut-elle continuer à faire rayonner ses valeurs et son projet francophone sans moyens à la hauteur de ses ambitions? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée, déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui reprend les interrogations desquelles j'ai déjà été l'objet et qui sont réellement très très inquiétantes. Je comprends, mesdames et messieurs les députés, mais une nouvelle fois, le ministère des Affaires étrangères est un ministère régalien qui mérite, dans la période que nous traversons, d'être réarmé. Je constate que par rapport aux autres ministères régaliens, lorsque nous avons les discussions budgétaires, on voit apparaître beaucoup plus d'amendements de réduction de crédit pour ce ministère que d'autres ministères régaliens. Je vous invite vraiment à soutenir, parce que moi je peux prendre chaque ligne les unes après les autres, et je vois bien, étant donné les efforts que nous avons faits déjà l'année dernière, à quel point tout nouvel effort qui est demandé au ministère nous conduit à des sacrifices. Et s'agissant de la francophonie et de ses crédits, l'année dernière, nous avons mobilisé 12 millions d'euros en appui au livrable du sommet de Villers-Cotterêts, argent déjà engagé, dont une grande partie au bénéfice de projets mis en œuvre par l'AUF. Nous travaillons en étroite concertation avec le recteur de l'AUF pour identifier ensemble des pistes de transformation, de diversification des ressources qui permettront sur le moyen et sur le long terme de rendre cette organisation plus robuste. Plus généralement, on essaye de trouver des solutions, mais dans un contexte qui est extrêmement contraint. Je vous invite à nous aider à desserrer la contrainte. Ensuite, sur le deuxième point que vous avez soulevé, je suis tout à fait d'accord avec vous. La rencontre des sociétés civiles à laquelle vous avez participé, et je vous en remercie, était un moment majeur de dialogue entre deux peuples que tout oppose aujourd'hui dans la poursuite d'une guerre qui a fait tant de victimes de chaque côté. Cette capacité des sociétés civiles à montrer du doigt le chemin vers une solution politique et vers la paix est essentiel, et nous ne renonçons en rien à notre objectif de reconnaissance de l'État de Palestine, à la tenue de cette conférence, et nous allons veiller avec le co-organisateur à trouver une date le plus tôt possible. Ensuite, sur la marginalisation, l'affaiblissement de la France, etc. Première remarque, je crois qu'il faut cesser de nous auto-flageller. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. La France a été la première à mobiliser la communauté internationale pour Gaza,
le 9 novembre 2023, pour le Liban l'année dernière, avec une conférence internationale à laquelle vous avez participé également, pour la Syrie, pour le Soudan. C'est la France qui est en première. Alors on nous dit, oui, tout cela c'est l'humanitaire. Et l'humanitaire, c'est moins important. Non, l'humanitaire, c'est très important. Il y a aujourd'hui dans le monde des dizaines de millions de personnes qui sont déplacées, qui souffrent de sous-alimentation, de risque de famine. Et la responsabilité de la France, c'est aussi d'apporter une réponse à cette détresse. Mais le rôle de la France ne se limite pas à l'humanitaire. Au Liban, comme pour l'Iran aujourd'hui, c'est la France qui a ouvert la voie, la première, à des négociations permettant d'entrevoir les conditions d'une paix durable. Ensuite, nous vivons aujourd'hui dans un monde où, par rapport à il y a 80 ans, quand la Charte des Nations Unies était signée à San Francisco, d'autres grandes puissances ont émergé, avec lesquelles nous devons désormais composer. Alors, faut-il se résigner à l'inaction? Non, mais clairement, le poids de la France à l'étranger dépend de sa force intérieure, de notre force militaire pour dissuader les menaces, de notre force économique pour n'avoir pas à dépendre des autres, et notre force morale pour réaffirmer nos valeurs. Et c'est pourquoi les discussions sur le conclave, c'est pourquoi les discussions budgétaires que nous avons ne sont pas totalement étrangères à la force de notre action internationale. En réalité, elles la conditionnent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Tu veux dire un petit mot? Prenez le micro. Pardon, très rapidement, je voulais reprendre. Pour l'AUF, couper 70% des budgets et les prévenir en juin et leur dire que c'est rétroactif, enfin, je pense quand même que c'est exagéré. Donc si on doit tous aller voir le Premier ministre, je pense qu'on ira. Et ensuite, pour notre capacité, oui, on s'autoflagelle, c'est vrai, et je le critique souvent, et surtout dans cette commission. Mais on a aussi mis en place une cellule riposte. Très honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle fait. Quand je constate que le Niger publie dans ses réseaux pour dire que la France finance les islamistes et les djihadistes au Sahel, et qu'elle a infiltré la DGSE, et que c'est pour ça que la DGSE déménage, alors que ça fait 11 ans que le déménagement est prévu, et à aucun moment la France ne réagit. À un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table, dire les choses, et que cette riposte fonctionne. Merci, Monsieur le ministre. Riposte justement rapide à cette demande de riposte. Je suis tout à fait d'accord. On n'est pas à la bonne échelle, même si on a vu dans certains cas, dans certains postes, dans certaines régions, des exemples réussis de riposte ayant atteint une viralité supérieure à celle de la fausse nouvelle que nos adversaires tentaient de propager. Et c'est pourquoi je travaille à doter le Quai d'Orsay d'une force de frappe informationnelle en mobilisant à la fois des outils nouveaux pour libérer du temps à tous ceux qui sont impliqués dans le travail de presse et de communication, pour en gros leur permettre de se concentrer sur le travail d'affirmation et de riposte pour que nos messages soient entendus et que l'image de la France ne soit pas abîmée. Merci beaucoup. La parole à présent pour la France insoumise, Madame Sophia Merci, Monsieur Chikirou. le Président. Monsieur le Ministre, bonjour. Votre présence aujourd'hui est l'occasion d'un bilan lucide sur la politique étrangère de notre pays. Ce bilan ne doit pas être un simulacre, une sorte d'irréalisme politique, une posture. On a vu le président Macron sauter tel un cabri, pour reprendre l'expression de De Gaulle, et criant « Europe, Europe, Europe ». Ensuite, on l'a vu courbant l'échine devant Donald Trump. On voit la diplomatie française qui ne pèse plus, qui obéit, qui suit, qui échoue aussi. Vous avez beaucoup voyagé, mais les résultats ne sont pas là. Il faut dire que le président Macron qualifie la France de puissance moyenne. Eh bien non, elle n'est pas moyenne, la France. Elle devient moyenne parce qu'elle est dirigée par des dirigeants moyens. Moyens bons, moyens mauvais, moyens engagés, moyens stratèges, moyens sincères et souvent moyennement courageux. C'est ce qu'on a pu voir à Gaza, alors que les Nations Unies, la Cour internationale de justice et les plus grandes ONG dénoncent un génocide en cours. La France officielle, elle, s'est alignée sur la rhétorique israélienne. Vous n'avez pas rappelé l'ambassadeur, vous avez renoncé à reconnaître l'État de Palestine, vous vous murez dans une sorte
sorte de silence face à la famine qui a lieu là-bas. Vous êtes incapable d'agir après 18 mois et 400 000 disparus à Gaza. En Syrie, après plus d'une décennie de guerre, Bachar al-Assad a été remplacé par Ahmad al-Shara, un ex-Nosra, ex-djihadiste que vous recevez à l'Élysée. Et vous avez pendant ce temps-là laissé tomber les Kurdes face à l'État islamique. Sur la Russie, pour poursuivre le petit tour d'horizon, on en est au 17e train de sanctions qui ne sont pas efficaces, absolument pas efficaces. La Russie a fait preuve d'une résilience surprenante et le président Macron finit, après 3 ans, par appeler Poutine pour discuter pendant 2 heures avec lui de tout et de rien, en tout cas beaucoup de rien, puisqu'on ne sait pas grand-chose de cet entretien. En Chine, ensuite, vous affirmez vouloir baisser les tensions sur la question taïwanaise et pourtant, le président Macron, dans son ambiguïté stratégique alignée sur celle des États-Unis d'Amérique, compare Taïwan à l'Ukraine, provoquant l'ire de la Chine et de Pékin. Au Sahara occidental aussi, la France qui a trahi sa position historique en soutenant un plan marocain en violation du droit international. Résultat, une crise ouverte avec l'Algérie et un discrédit croissant auprès des pays du Sud. En République démocratique du Congo, une guerre atroce menée par le groupe M23 avec le soutien du Rwanda qui a tué, déplacé des millions de personnes. Des accords de paix en juin 2025. On ne sait pas ce qu'a fait la France. Et tout à l'heure, ma collègue parlait de la discrétion de la France dans ces accords. Je pourrais poursuivre avec le Soudan, avec l'Iran, arrimé aux États-Unis d'Amérique, aligné sur la volonté israélienne de la guerre préventive. Je pourrais parler du Mercosur, où la France aussi renonce et va signer l'accord. Je pourrais parler de l'OTAN, où la France aussi renonce et cède du commerce extérieur qui s'effondre, notre souveraineté numérique colonisée. Ma question est très simple. Est-ce que vous considérez que la France est une entreprise sous-traitante des États-Unis d'Amérique, ou est-ce que vous avez une ambition qui serait un peu plus que moyenne pour la France? Est-ce que la France va être indépendante? Est-ce que la France va être à la hauteur de ce que le général de Gaulle avait défini? Ou est-ce qu'avec vous, on doit renoncer à être la France? Merci Madame la députée pour ce bilan lucide, comme vous l'avez qualifié au début de votre intervention. Monsieur le ministre. Oui, je pense que c'était du second degré, Madame la députée. Monsieur le Président, Madame la députée, est-ce que la France sera forte et indépendante? Peut-être si vous votez le budget à l'automne, parce que je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit dans la réponse. Ouais, vous avez fait un petit peu de provocation dans votre question aussi. Je peux vous rejoindre sur le fait que malgré notre posture inchangée de non-alignement, nous vivons dans un monde qui a changé par rapport à celui qui est né sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Des puissances nouvelles ont émergé. Le président des États-Unis d'Amérique a sa propre vision des équilibres de la planète. Et face à cela, on peut avoir le sentiment que nous avons sur le cours des choses une prise qui est moindre que ce que nous avions par le passé. C'est sans doute vrai, puisque nous avons face à nous de nouvelles grandes puissances qui ont émergé. La question qui nous est posée, c'est de savoir s'il nous faut nous résigner, accepter de peser moins sur le destin du monde, ou si au contraire nous pouvons conserver ce qui a fait la force, l'indépendance de la France et sa capacité à peser sur le cours des choses. Mais ce poids de la France à l'étranger dépend très directement de sa force intérieure, de la force intérieure de l'Europe. Et c'est, puisque vous l'avez désigné dans votre question, l'ambition que le président de la République a portée pour la France et pour l'Europe que de nous renforcer, de nous rendre moins dépendants du reste du monde pour pouvoir continuer à être acteurs du destin du monde. Et quand je parle de force intérieure, je parle, oui, de force militaire, c'est-à-dire de capacité à dissuader les menaces pour n'avoir pas à transiger sur l'essentiel, de force économique pour n'être plus dépendant de régions du monde qui pourraient sinon peser sur les décisions que nous serions amenés à prendre, de force politique aussi, parce que notre unité nous permet aussi de faire rayonner nos idées, de mieux défendre nos intérêts et nos valeurs à l'échelle internationale. Et cette force-là, cette force ce que j'appelle la force intérieure, qu'elle soit militaire, économique ou morale, elle ne se décrète pas, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et c'est pourquoi je faisais tout à l'heure le lien entre notre capacité d'action
internationale et les débats difficiles que nous avons autour du modèle social avec le conclave sur les retraites, autour de nos finances publiques sur lesquelles nous devons retrouver des marges de manœuvre. Tout cela concourt directement ou indirectement au poids que nous pouvons avoir dans cette période où le monde se reconfigure. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il nous reste une vingtaine de minutes, 3 intervenants de groupe et ensuite un certain nombre d'intervenants qui prendront la parole. On va entendre à présent pour les socialistes et apparentés, Madame Dieynaba Diop, et puis ensuite Madame Véronique Besse. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Merci à vous, Monsieur le Ministre, pour votre présence ce matin. C'est important que notre commission puisse vous recevoir régulièrement, étant donné le contexte international et pour que nous puissions échanger sur l'action de la diplomatie française. Lundi, lors de la conférence internationale sur le développement à Séville, le président de la République, Emmanuel Macron, a rencontré le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. L'échange a porté sur le partenariat renouvelé entre la France et le Sénégal au service de l'intérêt de nos deux peuples et de leur souveraineté. Je me réjouis que nos deux pays aient exprimé leur volonté de poursuivre et d'amplifier leurs liens dans plusieurs domaines, le développement économique, la culture ou encore la sécurité. Pourtant, depuis plusieurs mois, la France fait face à une dégradation préoccupante de ses relations avec plusieurs pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et plus récemment le Tchad. Ces tensions diplomatiques, marquées par le départ des forces françaises et des discours hostiles de certains régimes de transition, interrogent profondément notre position dans cette région. Nous le savons, l'influence d'acteurs, notamment la Russie, via le groupe Wagner et plus largement une montée du sentiment anti-français, participe à une redéfinition brutale des équilibres régionaux. Face à cela, la réponse de la France ne peut se limiter à un retrait ou à une posture défensive. Notre diplomatie doit impérativement se réinventer en s'appuyant davantage sur les sociétés civiles africaines, sur les jeunesses et sur les forces progressistes locales. Elle doit rompre avec des logiques anciennes de domination ou de tutelle pour construire une relation de partenariat d'égal à égal, respectueuse des aspirations souveraines de ces peuples. Aussi, Monsieur le Ministre, quelle est aujourd'hui la stratégie de la France pour renouer un dialogue constructif avec ces pays? Comment notre diplomatie entend-elle restaurer la confiance sans renoncer à nos principes démocratiques, tout en répondant aux défis communs que sont le développement, la sécurité ou encore la lutte contre le terrorisme? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée, Monsieur le Ministre. Un sujet qui n'a pas été abordé encore sur la relation de la France avec l'Afrique et l'Afrique francophone particulièrement. Merci, Monsieur le Président et Madame la députée. C'est un effort collectif parce que je pense que vous avez tout à fait raison que le dialogue, nous devons le cultiver avec les sociétés civiles. Vous le faites, pour certains d'entre vous, en étant au contact des diasporas, en étant au contact de représentants des sociétés civiles de ces pays. Pour ma part, j'ai souhaité que ces derniers mois, nous puissions accentuer nos efforts de lien avec les représentants des sociétés civiles, soit dans les pays en question, soit dans la diaspora. C'est ainsi que nous avons organisé un forum à Marseille, consacré aux talents des diasporas africaines, dont les diasporas sahéliennes, que nous avons, à l'occasion de Vivatech, reçu au ministère des Affaires étrangères pour la première fois des délégations d'entrepreneurs africains qui étaient là pour Vivatech, mais qui ont pu ainsi être valorisés pour ce qu'ils sont. C'est ainsi que nous avons aussi consacré ou ouvert les portes du Quai d'Orsay lors de la fête de la musique aux talents des diasporas africaines et que j'ai moi-même pris contact avec les principaux représentants des principales diasporas africaines, dont les diasporas sahéliennes, ces dernières semaines. L'idée étant de nourrir ces liens pour que la relation, qui est aujourd'hui plus difficile avec les autorités de ces pays, puisse être refondée le moment venu quand les circonstances le permettront. Merci beaucoup. À présent, Madame Véronique Besse, pour les non-inscrits. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présence ce matin. Je voudrais revenir sur le conflit entre Israël et l'Iran. Et depuis des années, ça a été dit, la République islamique viole le traité de non-prolifération, arme des missiles islamistes dans tout le Moyen-Orient, bombarde Israël à coups de centaines de missiles et programme son ambition d'anéantir l'État hébreu. Et face à cette menace, le droit international condamne puis se tait.
Et ce sont toujours les démocraties qui s'y retrouvent enchaînées pendant que les États voyous s'en affranchissent. Le droit devient une camisole pour les uns et un chiffon pour les autres. Alors dans ce désordre, la France devrait être un repère, une voix ferme, claire, respectée, mais que voit-on? Une diplomatie qui se tait, qui hésite et qui se dilue. La France n'est plus au centre du jeu mondial. Elle est en train d'en sortir. Autrefois incontournable, elle devient contournée, parfois humiliée, ignorée et marginalisée. Parce qu'à force de fuir les choix, elle fuit ses responsabilités. Et en invoquant sans relâche la stabilité régionale, la France croit servir la paix, mais de quelle stabilité parle-t-on? Celle d'un régime islamiste, théocratique, répressif, qui rêve d'obtenir l'arme nucléaire? Un véritable équilibre repose sur la dissuasion, sur des lignes rouges, sur le courage d'agir quand elles sont franchies. Israël a répondu, non par goût de la guerre, mais pour empêcher un régime exterminateur de franchir l'irréversible. D'autres, comme les États-Unis, ont assumé ce que la diplomatie ne permettait plus, c'est-à-dire rétablir un rapport de force. Et la France, eh bien, elle reste figée. Et ce silence, Monsieur le Ministre, n'est pas de la prudence, c'est de la résignation. Alors, je vous pose une question. Combien de missiles faudra-t-il encore que nos alliés encaissent pour que la France désigne clairement l'ennemi? Et une autre question. Combien de renoncements faudra-t-il encore pour que notre diplomatie retrouve enfin sa voix et sa place dans le concert des nations? Merci. Prenez le micro, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée, je vous invite à échanger avec des représentants des autorités israéliennes et de leur demander leur avis sur la France et son rôle en première ligne pour défendre Israël contre la menace existentielle que représente le nucléaire iranien. Il n'y a pas d'autres interlocuteurs de la France qui soient aussi respectés par le gouvernement israélien pour ses positions s'agissant du nucléaire iranien. Alors non, nous ne sommes pas levés pour applaudir les frappes parce qu'elles n'étaient pas conformes au droit international et parce que si elles ont sans doute endommagé et retardé le programme nucléaire iranien, nous n'avons pas d'autre exemple dans l'histoire récente que l'accord qui avait été trouvé il y a 10 ans pour obtenir un vrai retour en arrière, une vraie contrainte sur la capacité d'enrichissement et les stocks d'uranium enrichi du régime iranien. Et cette position, qui est à la fois très crédible, puisque nous sommes, par notre constance et notre fermeté sur ce sujet, très respectés par Israël, mais par notre position très nette vis-à-vis du respect du droit international, eh bien, nous occupons en quelque sorte une place centrale. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles c'est par l'intermédiaire du président de la République et par mon intermédiaire que les États-Unis ont fait passer des messages à l'Iran ces derniers jours et que l'Iran a fait passer des messages aux États-Unis. Parce que précisément, nous avons une position claire, qui est celle que la France a toujours eue, le respect des engagements pris et du droit international. Respect par l'Iran nécessaire, indispensable de ses obligations au terme du traité de non-prolifération, respect par les États-Unis et d'autres du droit international. C'est ça notre position et je crois qu'elle est très claire et qu'elle est très nette. Merci Monsieur le Ministre. Il reste une dizaine de minutes et 7 intervenants. Je vais prendre par groupe de 3 et 4 pour commencer vraiment sur 1 minute parce que le format aujourd'hui est contraint avec un départ du ministre à 9h30. Madame Christine Engrand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors que le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran reste fragile, les frappes de juin dernier ont démontré combien un affrontement régional pouvait provoquer des effets systémiques à l'échelle mondiale. L'Iran a ciblé des infrastructures civiles et militaires israéliennes et en retour, les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont provoqué un prix du baril à plus de $120. Nous avons assisté dans le même temps à un brouillage massif des systèmes GPS dans cette zone stratégique, compromettant jusqu'à 80% du commerce maritime mondial. Ce type d'attaque hybride, mêlant frappe conventionnelle et sabotage technologique, préfigure les formes de guerre à venir. Comment la France entend-elle anticiper et se prémunir contre les conséquences directes de ces conflits hybrides, notamment en matière de sécurité énergétique et de souveraineté numérique, alors même que notre dépendance aux infrastructures mondiales reste massive. Alors que les attaques iraniennes ont combiné drones armés, cyberattaques et sabotage de navigation, la France dispose-t-elle aujourd'hui d'une doctrine opérationnelle claire pour répondre à ce type de conflit hybride à la croisée du militaire, du numérique et de l'économique? Merci beaucoup. La parole ensuite à Madame Pascale Gau. Et puis ensuite, Mme Laurence Robert-Dehaut.
Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur l'UNOC et notamment nous avons rencontré le président du Plan Bleu. Plan Bleu qui est un mini-GIEC de la Méditerranée depuis 1977. La Méditerranée a des défis majeurs à relever en termes écologiques, migratoires et sécuritaires. Et on note notamment que ce plan bleu devient marginalisé faute de moyens et de soutien politique. En parallèle, la Turquie a obtenu une approbation des parties de la Convention de Barcelone pour créer un centre de coordination et d'action régionale sur le climat avec un fort potentiel d'attractivité scientifique et diplomatique alors que ce pays est un gros pollueur et émetteur de gaz à effet de serre. Comment le gouvernement tente-t-il restaurer l'influence française dans le cadre du processus de Barcelone et redonner un rôle moteur au plan bleu et éviter que la Turquie ne s'impose comme leader régional? Merci. Et puis dans cette première séquence, nous allons entendre Madame Laurence Robert Dehaut et après Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question est très claire. Où est le contrat d'objectifs et de moyens qui lie l'État à l'Agence française au développement pour la période 2023-2025 ? Des milliards d'euros d'argent public sont en jeu. Pourtant, cela fait 2 ans que nous courons derrière la transmission de ce document qui reste introuvable. 2 ans que le gouvernement échappe à ses responsabilités au mépris d'une obligation légale et d'un principe constitutionnel fondamental de contrôle de l'action du gouvernement. Quand je vous interrogé en mai dernier, vous ne m'avez même pas écouté la question, votre réponse totalement hors sujet l'a ignorée. Ce n'est pas qu'une formalité, c'est le contrôle démocratique exercé par le Parlement que vous méprisez et il revêt un intérêt très concret. Par exemple, les Français méritent de savoir si ce document engage leurs impôts au profit de l'Algérie. Monsieur le ministre, la transparence et le contrôle ne sont pas une option, c'est un devoir. Où est ce document et qui est responsable de ce manquement grave aux exigences légales et constitutionnelles? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le Ministre, 3 interrogations. Vous avez la réponse et la parole. Merci, Monsieur le Président. Christine Engrand, je partage vos préoccupations sur sécurité énergétique, résilience des infrastructures numériques. Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre force intérieure qui nous permet aussi d'avoir du poids à l'extérieur, et ces nouvelles menaces qui sont un peu sous le seuil de la militarisation, donc sous le seuil de la guerre, elles seront prises en compte dans la revue nationale stratégique qui va être présentée dans un horizon très bref et avec les mesures à prendre pour que la France puisse s'en prémunir. En ce qui concerne mon ministère, ça n'est pas tout à fait étranger aux remarques que j'évoquais tout à l'heure sur la lutte contre les attaques informationnelles dont notre pays fait l'objet, notamment en Afrique, comme ça a pu être évoqué. Pascal Gau, sur le traité de Barcelone, je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction qu'à l'UNOC, nous avions, sur la lutte contre la pollution plastique, obtenu le lancement d'un appel pour un traité ambitieux et contraignant signé par plus de 90 pays à quelques jours des négociations qui auront lieu à Genève sur le traité plastique. S'agissant de la Méditerranée plus particulièrement, nous avons tenu à l'occasion de l'UNOC une réunion de haut niveau, chef d'État et de gouvernement, sur la Méditerranée connectée, où ces questions ont été évoquées, même si elles n'étaient pas le point central des discussions. Et s'agissant du plan bleu plus spécifiquement, je n'ai pas tout à fait la réponse à vous apporter ce matin, mais je vous propose de vous revenir très rapidement. Madame Laurence Robert Dehaut, j'ai aucun mépris pour le Parlement, hein. Je vous invite à consulter les archives du Quai d'Orsay. Je ne crois pas qu'autant de parlementaires aient été reçus dans l'histoire récente que ce n'est le cas aujourd'hui. Bien au contraire, je suis parlementaire moi-même et je suis très attaché au travail du Parlement, au contrôle que le Parlement exerce sur l'action du gouvernement et à l'évaluation par le Parlement des politiques publiques au titre de l'article 24 de notre Constitution. C'est pourquoi je souhaite que ce contrat d'objectifs et de moyens puisse sortir au plus vite, que la commission des
d'évaluation de l'aide publique au développement puisse enfin être mise en place. Je comprends que ça sera le cas dès le mois de septembre. Et c'est pourquoi, au sein même de mon ministère, j'ai fait un appel à volontaires pour que de toutes les directions, des hommes et des femmes de bonne volonté se lèvent pour nous aider à identifier des indicateurs qui nous permettront de vous rendre compte très concrètement de notre action. S'agissant de l'Algérie, je m'étais posé la même question que vous. Et lorsque je l'ai vérifié, je me suis aperçu que je dirais les crédits de l'aide publique au développement qui vont à l'Algérie sont tout à fait résiduels et que sur les 130 millions d'euros d'aide publique au développement entendue au sens de l'OCDE, mais dont vous savez qu'une grande partie ne dépend pas de ce ministère, puisque l'aide publique au développement au titre de l'OCDE tient compte des politiques menées également par d'autres ministères, éducation nationale, enseignement supérieur, etc. La part de l'aide publique au développement qui va à l'Algérie sur les crédits du programme 209 est d'une demi-poignée de millions s'agissant des années récentes, l'essentiel étant lié à des bourses qui sont du ressort du ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. 3 autres interventions également courtes d'une minute. La première, celle de Monsieur Aurélien Taché. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais vous interroger ce matin à propos de la situation au Togo. Vous savez qu'elle est absolument catastrophique. La jeunesse s'est levée dans ce pays et elle est férocement réprimée. Les manifestations du mois de juin ont donné lieu à 7 morts, plusieurs centaines de blessés, des personnes torturées. Pourtant, les motifs de cette contestation sont tout à fait légitimes. Ils sont contre la vie chère, contre la répression par les autorités et surtout contre les changements constitutionnels qui permettent au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de rester président à vie. La France ne s'est toujours pas exprimée, Monsieur le Ministre, je vous en donne l'occasion ce matin, et elle ne s'est toujours pas exprimée, ce qui est d'autant plus grave alors qu'elle a un partenariat de défense avec ce pays. J'aimerais savoir qu'est-ce que contient ce partenariat de défense. Est-ce que nos militaires forment les tortionnaires qui sont actuellement en train de réprimer la jeunesse togolaise? Est-ce que vous comptez, comme l'Union européenne, suspendre cet accord de coopération? Bruxelles a en effet suspendu toute coopération sécuritaire avec le Togo. Et enfin, la France soutiendra-t-elle la création d'une enquête internationale indépendante sur les crimes commis pendant les 3 journées de répression, ainsi que le demande la coalition Touche pas à ma Constitution? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole à Monsieur Stéphane Rambaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la diplomatie française semble désormais guidée par la peur et l'idéologie. Peur de froisser un régime algérien qui bafoue les droits fondamentaux, comme en témoigne la condamnation infamante en appel de l'écrivain Boualem Sansal à 5 ans de prison ferme. Ce silence coupable de la France. À l'inverse, vous vous êtes précipité pour défendre Rima Hassan, élue d'extrême gauche, qui insulte la France à longueur de déclarations et s'est rendue en Israël au mépris de toute retenue diplomatique et avec des relents de complaisance envers le Hamas. Dans le même temps, l'Algérie se permet de mépriser la France tout en profitant de sa générosité. En 2024, 124 000 titres de séjour ont été renouvelés, soit 24 000 de plus en un an. Donc, quand allez-vous enfin, Monsieur le Ministre, mettre un terme à cette indignité et affirmer face à Alger une ligne claire, c'est-à-dire la défense de nos compatriotes, la fin du chantage migratoire et la fermeté républicaine? Merci beaucoup. La parole à présent, Madame Gabrielle Catala, en remerciant Madame Chikirou d'avoir renoncé au profit des agendas de chacun. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai plusieurs questions ce matin. Lundi prochain, le 7 juillet, Benyamin Netanyahou, sous mandat d'arrêt international de la CPI, se rendra à Washington pour rencontrer Donald Trump. Allez-vous autoriser Monsieur Netanyahou, en violation avec les obligations de la France vis-à-vis de la Cour pénale internationale, à survoler l'espace aérien français, comme vous l'avez déjà fait dans la nuit du 6 au 7 avril dernier? La fois précédente, vous m'aviez répondu que selon le droit coutumier international, Monsieur Netanyahou avait le droit à une immunité. Je maintiens que c'est totalement faux et donc je vous repose également la question à ce sujet. Est-ce qu'il y a vraiment une immunité pour les personnes poursuivies par la Cour pénale internationale dans le droit pénal international actuel? Ensuite, hier, plusieurs associations, dont la LDH, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile
pour des chefs de crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Cette plainte, elle vise 2 soldats israéliens possédant la nationalité française, snipers dans une unité d'élite de l'armée israélienne, accusés d'exécution de civils dans la ville de Gaza et à Khan Younes entre novembre 2023 et mars 2024. Ces 2 soldats ne sont que la partie émergée de l'iceberg, puisque plus de 4000 Français ou franco-israéliens sont actuellement à Gaza et participent à l'offensive israélienne. Que faites-vous là-dessus? Attendez-vous que les associations portent plainte auprès de la justice française? Est-ce que vous-même vous faites des signalements et que dites-vous à ce sujet? Merci de votre question, Monsieur le Ministre. 3 interrogations sur 3 sujets différents. Vous avez la parole en guise de conclusion également. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Aurélien Taché, nous suivons bien entendu la situation au Togo en lien avec notre ambassade sur place. Nous sommes bien au fait des manifestations qui s'y déroulent. Nous avons pris acte de la transition constitutionnelle vers la 5e République togolaise qui s'est achevée le 3 mai 2025 et appelons l'ensemble des acteurs politiques à un dialogue transparent, inclusif et apaisé. Nous rappelons notre attachement indéfectible à la liberté de manifestation et à la liberté de la presse que nous défendons partout dans le monde. Et s'agissant des allégations de torture, nous appelons les autorités togolaises à faire toute la lumière sur ces accusations. À monsieur Stéphane Rambaud, sur l'Algérie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les autorités algériennes sont face à un choix. Après les décisions prises par l'autorité judiciaire de confirmer en appel la peine de 5 ans d'emprisonnement pour notre compatriote Boualem Sansal, et en prenant la décision de condamner notre compatriote Christophe Glaise à une peine extrêmement lourde de 7 ans de prison, de décisions qui sont injustifiées et incompréhensibles. Enfin, c'est un choix dont elles doivent se saisir au plus vite, sans délai, celui de la responsabilité, du respect et de l'humanité, s'agissant notamment de notre compatriote Boualem Sansal, au regard du temps qu'il a passé d'ores et déjà en détention, de son état de santé et de son âge. J'en viens maintenant aux questions de Madame Gabrielle Catala. S'agissant de la CPI, il n'y a aucune obligation d'interdire notre espace aérien, ni évidemment d'y procéder à l'interpellation d'un individu sous mandat de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas une obligation qui est faite par la Cour pénale internationale, et c'est une question distincte de celle des éventuelles immunités dont nous avons pu débattre par le passé et qui seront tranchées, le cas échéant, par l'autorité judiciaire. Et quant aux saisines par la justice française, de la justice française par des associations au sujet de soldats franco-israéliens, nous allons suivre les procédures que l'autorité judiciaire française engagera éventuellement, en respectant évidemment son indépendance sur le sujet. Reprenez la parole dans ce cas-là, qu'on puisse... Allez-y. Donc vous allez l'autoriser à survoler notre espace aérien si nécessaire, lundi prochain, entre dimanche et lundi. Nous n'avons pas reçu de demande de la Cour pénale internationale à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ni des Israéliens d'ailleurs, ni des autorités israéliennes d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous remercie d'être venu ce matin de façon très tôt. Je vous remercie également de la régularité de nos rencontres et j'espère vous revoir, bien sûr, comme l'ensemble de mes collègues, à la rentrée de nos travaux en septembre. D'ici là, assurez de notre soutien dans votre mission, notamment sur les questions budgétaires, comme vous l'avez insisté à plusieurs reprises. Je vais suspendre la séance pour 25 minutes, le temps de configurer la salle
d'un point de vue technique pour permettre nos échanges en visioconférence avec la Commission des Affaires étrangères de la Rada d'Ukraine. La séance est suspendue. Voilà pour cette audition de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sur la situation géopolitique. Il faut cesser de s'autoflageller, a déclaré le ministre devant les députés qui l'auditionnaient. Jean-Noël Barrot qui a mis en avant l'engagement précoce de la France dans la mobilisation internationale et notamment sur le front humanitaire. Il a cité Gaza, le Liban ou encore la Syrie. Fin de cet épisode. Je vous retrouve très vite sur LCP. À bientôt. Ciao, ciao.